Bonjour, aujourd'hui la première vidéo sur la notion d'art qu'on va opposer à la notion de technique, sachant qu'au départ cette opposition ne va pas de soi. Donc première vidéo. Jusqu'à peu près au XVIe siècle, on ne faisait pas de distinction entre les deux notions d'art et de technique. D'ailleurs, le mot art vient de ars en latin, et ars en latin, c'est la traduction exacte de techné en grec. Donc art et technique avaient le même sens jusqu'à très récemment. Et c'est quoi ce sens? L'art et la technique sont des productions d'objets que la nature ne fournit pas. Donc l'art et la technique au départ ont le même sens. Ars, c'est la traduction de techné, et ça s'oppose à la nature. La nature fournit des arbres, de l'herbe, des petits oiseaux, des choses comme ça. Tandis que le travail humain va produire des objets que la nature ne produit pas. Par exemple, des meubles, des maisons, des romans, des tableaux, des sculptures. Tout ça, ce sont des productions du travail humain que la nature en elle-même ne produit pas. Donc, grosse distinction entre l'art ou la technique, considérée comme synonymes, qui sont opposés en tant qu'artifice à ce que la nature fournit. Mais au XVIe siècle, peu à peu, il va y avoir une distinction de fait entre, cette fois-ci, l'art dans son sens restreint, tel qu'il apparaît aujourd'hui, et la technique dans son sens restreint. Avec cette idée que quand même, on ne pouvait pas mettre dans le même sac une peinture et un tire-bouchon. On ne pouvait pas mettre dans la même famille, hem, heu, une statue et quoi? Une statue, et une maison. On ne pouvait pas mettre dans le même sac ces 2 différents types d'art ou de techniques. Et là, au XVIe siècle, en Europe, va apparaître une nouvelle distinction. Les techniques qui sont donc des moyens mis en œuvre consciemment par les hommes, dont le but est l'utile, l'efficace, dont le but est de répondre à des besoins pratiques. Les techniques donc qu'on va appeler maintenant la technique au sens restreint, dont le but est de répondre à des besoins pratiques, dont le but est de transformer le réel en vue de notre usage matériel, donc la technique dont le but est l'utile. Mais il y a aussi des productions humaines dont le but n'est pas l'utile, dont le but n'est pas de répondre à des besoins pratiques matériels. Il y a des productions humaines dont le but est autre. Et quel est ce but? Eh bien, au XVIe siècle, on va dire que le but de ces productions, c'est de produire le beau. Non pas l'efficace, mais l'apparence. Non pas l'utile, mais le beau. Et donc, la notion de beaux-arts va apparaître par opposition à la notion réduite donc de technique. Donc, distinction entre l'art et la technique. Au XVIe siècle, l'art produisant le beau et la technique produisant l'utile. Si l'on en croit cette distinction, donc, on pourrait définir l'art comme l'ensemble des techniques dont le but est de produire le beau. Le but de l'art serait donc la production de beau. Sauf que nous allons voir que cette définition va poser des problèmes et on va voir également qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes refusent de définir l'art comme production de beau. Mais enfin, je résume donc ce que je viens de dire. Jusqu'au XVIe siècle, art égale technique et s'oppose à la nature. XVIe siècle, apparition d'une distinction conceptuelle entre la technique qui répond à des besoins pratiques et l'art qui tente à produire non pas l'utile mais le beau. Et on verra plus tard qui répondra plutôt à des besoins spirituels. Voilà. Alors définir l'art comme production du beau pose problème.
Parce que c'est quoi le beau? Qu'est-ce que le beau? Si je définis l'art comme la production de beau, la question ça va être: mais c'est quoi le beau? Gros problème. Alors pendant très longtemps, dans l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, on avait cette idée qu'on pouvait définir le beau de manière objective, qu'il y avait des critères objectifs du beau qui seraient à peu près équivalents au parfait. Le beau serait objectif, serait une caractéristique de l'objet. Pour Platon, c'est la conformité de l'objet à son idée. Vous pouvez penser aussi à la notion de nombre d'or, de proportion parfaite. Le beau serait définissable grâce à des critères objectifs, grâce notamment à des critères de proportion, de perfection. Cette idée que le beau serait objectif, qu'il y aurait dès le départ des critères bien déterminés du beau permettant de l'extérieur de décider si un objet est beau ou ne l'est pas, cette idée-là va être dénoncée à partir de la Renaissance et un peu plus tard avec Kant. Ce que va nous dire Kant, c'est que le beau ne peut pas être défini par des critères. Il n'y a pas des critères objectifs qui permettrait de déterminer si tel ou tel objet est beau ou pas. Kant va nous dire que le jugement quant au beau, le jugement esthétique, n'est pas un jugement déterminant. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement déterminant? Un jugement déterminant, c'est un jugement que je fais grâce à des critères extérieurs, objectifs, préexistants. Par exemple, pour être un triangle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plusieurs critères. Il faut qu'il y ait 3 côtés, 3 angles. Donc j'ai un objet, et bien, voilà, j'examine si cet objet, correspond aux critères. Est-ce que ça a 3 côtés, 3 angles? Si oui, je juge que c'est un triangle. Ça, c'est un jugement déterminant. Ce que va nous dire Kant, c'est que le beau ne peut pas être décidé grâce à des critères objectifs. Le jugement quant au beau n'est pas un jugement déterminant, il n'y a pas de critères objectifs. Le jugement quant au beau est un jugement qui est de l'ordre du subjectif. C'est un certain est beau ce qui nous procure un certain plaisir, qu'on va appeler le plaisir esthétique. C'est un plaisir de l'esprit désintéressé, c'est-à-dire que le jugement quant au beau, c'est pas un jugement qui concerne notre plaisir sensuel. C'est un plaisir plus complexe. On verra ça plus tard. Le beau se distingue de l'agréable. C'est un jugement, c'est un plaisir sans consommation. Par exemple, quand je mange un gâteau, je le consomme, c'est un plaisir intéressé. L'enjugement quant au beau, c'est un jugement désintéressé. Je ne consomme pas le beau. Il y a un plaisir de l'esprit qui passe par la sensibilité, certes, mais qui n'est pas de l'ordre de la consommation. C'est un certain plaisir esthétique, subjectif donc. Il n'y a pas de critères déterminants. Simplement est beau ce qui nous procure ce certain plaisir esthétique qui n'est pas le plaisir de l'agréable. On verra ça plus tard. Et ce plaisir, nous dit Kant, il est universel, c'est-à-dire que le jugement quant au beau, même s'il est subjectif, même s'il n'y a pas de critère objectif du beau, c'est un jugement universel. Et certains seraient capables de porter ce type de jugement esthétique universel. Ceux-ci ont du goût, et d'autres, parce qu'ils ne sont pas éduqués, parce qu'ils ne sont pas capables de ce plaisir désintéressé, ne seraient pas capables de porter des jugements esthétiques corrects. Donc, Kant donc, va s'opposer à cette idée selon laquelle il y aurait des critères du beau, critères d'harmonie, de perfection. Il nous dit non, le beau, c'est pas la perfection, il n'y a pas de critères. C'est pas un jugement déterminant, le jugement quant au beau, c'est ce qu'on appelle un jugement réfléchissant. Un jugement réfléchissant, c'est un jugement qui est universel, qui aboutit à une vérité universelle, mais c'est un jugement qui ne s'appuie pas sur des critères objectifs
préexistant. Le beau est à la fois subjectif, puisqu'il n'y a pas de critère objectif, mais ce qui est difficile à comprendre pour nous, il est pour Kant quand même universel. Tout le monde n'a pas cette capacité à juger du beau, parce que tout le monde n'a pas cette capacité d'éprouver un véritable plaisir esthétique désintéressé. Alors, Kant va nous distinguer le beau de l'agréable. Dans un texte que j'aurais dû vous faire écouter, lire, il va bien expliquer cette distinction. L'agréable, c'est ce qui plaît à ma petite sensibilité personnelle. Par exemple, moi j'aime le vin rouge m'est agréable. Mais je comprends très bien que quelqu'un ait une autre sensibilité que la mienne. Et donc, pour le vin rouge qui m'est agréable peut être désagréable à quelqu'un d'autre, qui va préférer le vin blanc. Moi, le whisky est désagréable pour moi, mais je comprends que quelqu'un qui a une sensibilité différente que la mienne va dire que ce n'est pas agréable pour lui. Donc l'agréable, c'est simplement ce qui procure un plaisir des sens. Or, la sensibilité est relative à chacun. Donc, pour l'agréable, tout est relatif, hein. C'est ce qu'on dit des goûts et des couleurs. Des goûts et des couleurs, chacun a ses goûts. Donc, il n'y a rien d'universel. Ça, c'est l'agréable. Mais ce que nous dit Kant, c'est que quand on dit face à une œuvre d'art ou face à quelque chose, une beauté de la nature, quand on dit pas simplement ça m'est agréable, mais quand on dit c'est beau, eh bien on veut dire autre chose. On veut dire autre chose que ça plaît à ma petite sensibilité. Quand on dit c'est beau, on dit plus que quand on dit c'est agréable. Quand on dit c'est beau, c'est qu'on reconnaît quelque chose que tout le monde devrait reconnaître s'il avait cette capacité de le saisir. Par exemple, quand je vous dis que le requiem allemand est beau, je vous dis mais c'est beau. Et si vous dites mais non, c'est pas beau, je vais pas dire simplement il a une autre sensibilité que moi. Je vais dire mais c'est qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y avait quelque chose auquel vous êtes aveugle ou sourd. Si vous dites face à quelque chose dont je dis mais c'est beau et que vous ne le reconnaissez pas, je me dis mais si vous ne le reconnaissez pas, c'est que vous vous trompez. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas perçu. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est qu'il y a quelque chose auquel vous êtes aveugle ou sourd. Le jugement quant au beau exige l'universel. Donc voilà, grosse différence entre l'agréable, qui est relatif, et le beau, qui exige l'universel. On ne veut pas dire la même chose quand on dit ça me plaît ou quand on dit c'est beau. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Mais puis ça suffit comme cours. Donc, jusqu'au XVIe siècle, pas de distinction entre art et technique. Ars techné, c'est synonyme. XVIe siècle, distinction entre la technique qui vise l'utile et l'art qui viserait le beau. Donc, on a une première définition de l'art comme ce qui vise le beau. Mais problème de la définition de l'art comme production du beau, premier problème, qu'est-ce que le beau? Est-ce qu'il y a des critères objectifs du beau? Critères d'harmonie, de proportion? Est-ce qu'au contraire, comme le dit Kant, il n'y a pas de critère du beau, mais, selon Kant, donc il y a quand même un jugement universel possible quant au beau, mais tout le monde n'est pas capable de faire ce type de jugement. Et donc, d'après Kant, le beau se distingue de l'agréable qui, lui, est relatif. Ou bien, et c'est la position de pas mal de personnes, ou bien, en fin de compte, peut-être que le beau est absolument relatif, qu'il n'y a rien d'universel. Le beau est relatif au jugement de chacun, jugement qui dépend de la sensibilité de chacun, qui dépend de la culture de chacun, etc. Qu'est-ce que le beau? Est-ce qu'il y a un beau universel ou est-ce que le beau est absolument relatif? Dans ce cas-là, si le beau est relatif, et qu'on ne peut pas définir de manière universelle ce qu'est le beau, est-ce qu'on peut définir ce qu'est une œuvre d'art? Voilà, j'arrête ici et je vais reprendre la prochaine fois. Bonne journée.